s'était presque habitué au calme et à l'apaisement en Nouvelle-Calédonie. Après 3 décennies d'un pacte passé avec la métropole, l'explosion de violence qui vient secouer l'île du Pacifique Sud sonne de manière brutale le réveil de la jeunesse kanak. Pour nous en parler, Isabelle Merle, directrice de recherche au CNRS, historienne de la colonisation, spécialiste de l'histoire du Pacifique et plus particulièrement de la Nouvelle-Calédonie, auteur notamment d'Expérience coloniale, la Nouvelle-Calédonie aux éditions Belin, et puis l'Indigénat, Genèse dans l'Empire français chez CNRS Éditions. Et après 2 semaines d'émeutes en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement tente le pari d'un retour à la normale. La levée de l'état d'urgence et des assignations à résidence pour les leaders indépendantistes, autant de mesures censées permettre une sortie de crise. Reconquérir du terrain et le garder. C'est l'objectif des forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie. Pour reprendre le contrôle de la zone, dispositif d'envergure. 300 membres des forces de l'ordre. Des gendarmes mobiles, mais aussi en appui, le GIGN. Et dans le ciel, un hélicoptère, avec un sniper prêt à tirer à tout moment. Pour l'instant, on a des adversaires, mais quand ils ont vu, ils sont une dizaine, ils sont partis un peu plus loin. Et là, donc l'idée, c'est d'arriver en force, de prendre le compartiment de terrain très très vite. Bâtiments pillés, saccagés, incendiés. Accompagnés des gendarmes, nous entrons sur cette portion d'un peu plus d'1 kilomètre de route. Devant, quelques habitants nous interpellent. Ils disent, eux, être non violents, mais jurent de remettre les barrages. Ils viennent, ils font le travail, comme Macron ils ont dit, tous les 48 heures, il faut déblayer, mais nous, on va remettre encore. Parce que c'est pour nous protéger. Et puis là, ils auront beau enlever, on va remettre. C'est ça le mot d'ordre qui a été donné, parce que ici, c'est pas la France, ici, c'est Kanaki. Les hommes du génie militaire s'empressent d'évacuer les véhicules qui formaient les barrages, pour éviter qu'ils ne soient remis. Surtout, un escadron de gendarmes mobiles va rester en permanence sur place pour sécuriser cette route durablement. Isabelle Merle, allons tout de suite au cœur du problème. Cette réforme qui prévoit d'élargir le corps électoral local, en gros, qui peut voter aux scrutins provinciaux? Il faudra avoir résidé au moins 10 ans dans l'île, alors qu'aujourd'hui en sont exclus certains qui y vivent depuis 25 ans. Mesure de bon sens, serait-on tenté de dire, d'équité, non? Alors, mesure de bon sens si on se situe dans un espace métropolitain, au principe de l'universalisme du suffrage universel, mais la Nouvelle-Calédonie s'inscrit dans une histoire très singulière que les hommes politiques et femmes politiques des années 80 connaissaient bien. Et ils ont signé l'accord de Nouméa précisément en prévoyant des corps restreints, à la fois pour l'autodétermination finale et pour les corps provinciaux des assemblées de province et du Congrès, qui sont au cœur duquel est nommé le gouvernement collégial, auquel on a transféré pendant 40 ans énormément de compétences, et ça a été une des spécificités. Donc si on ne comprend pas que la Nouvelle-Calédonie a été une colonisation de peuplement jusque avec cette espèce de poussée du peuplement, cette volonté étatique de pousser des migrants vers la Nouvelle-Calédonie, jusqu'encore officiellement affichée dans les années 72, selon la circulaire Mesmer, que l'on connaît bien maintenant, parce qu'elle est très citée, l'idée était de faire du blanc en Nouvelle-Calédonie, et c'est une sorte d'atavisme. Donc, comme le disent les partisans de l'indépendance, ce dégel du corps électoral va noyer dans la masse le peuple autochtone, les Kanaks? Alors, en tous les cas, il y a la peur, et tout à fait plausible, que le dégel du corps électoral ait pour but de minimiser la population kanak indépendantiste. Il y a un calcul politique assez évident et à court terme de reprendre le pouvoir pour les loyalistes en imaginant, en pactant le fait, qui est probable, que des gens récemment arrivés ne peuvent pas voter pour l'indépendance, ça n'a aucun sens. Bon. Attention, parce que ce qui est touché aujourd'hui, c'est le corps électoral provincial. Ça n'est pas le corps de l'autodétermination, même si c'est en fait lié, contrairement à ce qu'on nous explique. Le corps électoral provincial était figé en 1998 avec l'idée qu'on allait fonder une communauté de destin fondée sur le principe d'une citoyenneté calédonienne. On y ajoutait les enfants arrivés à majorité 10 ans après. Donc le corps a été figé dans un rattrapage de quelque chose qui n'avait pas été fait par la loi organique de 1999, pas sous la présidence Chirac en 2007.
La question est plus compliquée encore parce que dans ce corps électoral restreint, tout le monde est d'accord pour réouvrir aux natifs. C'était une marge de négociation que le gouvernement n'a pas voulu saisir. Mais les indépendantistes avaient soulevé ce problème en 2018, en 2019 pour les dernières élections provinciales, parce que les natifs, pour des raisons techniques, il y a un certain nombre de natifs qui ne sont pas sur les listes du corps électoral provincial. Pour ce qui a mis le feu aux poudres, c'est une décision unilatérale, non consensuelle, unique comme proposition de sortie d'accord, unique, il n'y a que ça, de réouvrir le corps glissant à 10 ans. C'est-à-dire que annuellement, tous les résidents ayant plus de 10 ans deviennent citoyens français, citoyens calédoniens. Ça veut dire ils élisent, ils deviennent électeurs, ils deviennent éligibles. Et à terme, on m'expliquera comment, puisqu'on fait la distinction, et M. Darmanin l'a beaucoup fait, ils deviennent citoyens calédoniens, donc je ne vois pas comment dans 10 ans on leur dira « Ah non, vous n'étiez pas citoyen calédonien, donc vous n'allez pas à l'autodétermination ». Donc c'est tout le dispositif qui est mis en place et qui est mis en cause. Et ces Kanaks, parce qu'ils sont le peuple premier en Nouvelle-Calédonie, ils méritent une forme de surreprésentation ? C'était l'idée de réparation, d'une certaine manière, de rééquilibrage de l'accord de Nouméa que de faire d'entrer dans un processus de discrimination positive, à la fois pour les provinces, de façon répartition des clés de répartition et des nombres de postes au Congrès, mais aussi pour la population kanak, qui, il faut le rappeler, fait partie des gens les plus vulnérables au niveau économique, social, dans leur situation encore aujourd'hui. Et on va l'évoquer dans un instant. En tout cas, cette réforme, elle ne passe pas, Alban Mikosi, auprès de la population kanak, où en est aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie. Après 15 jours d'émeutes sans précédent, la situation en Calédonie est finalement un peu à l'image de cette rue. D'un côté, il y a des immeubles à toit vert, majorité kanak. De l'autre, des maisons à toit rouge, majorité européenne. Et puis, vous voyez entre les deux des obstacles, des poteaux, des barricades. Et ces barricades, elles sont quelque part aussi dans la tête des communautés parce que très clairement, l'heure n'est pas au dialogue. Il n'y a pas encore de volonté de retrouver le vivre ensemble. Il y a des menaces entre les communautés permanentes. Voilà ce que la Calédonie vit actuellement. Alors, pour l'avenir, c'est un peu compliqué à envisager, mais ce que beaucoup nous disent, c'est que de toute façon, il y a obligation à vivre ensemble et qu'il va falloir maintenant que les politiques s'y mettent, qu'ils trouvent non seulement les paroles d'apaisement, mais également une solution politique viable qui permette à chacun de se sentir réellement chez soi. Ça va être compliqué et c'est la première étape. La seconde, c'est évidemment celle de la reconstruction. Au total, les saccages, les pillages, il y en a pour environ 2 milliards d'euros. C'est 60% de la chaîne de distribution qui va être à recréer ici en Calédonie. Ça sera un travail énorme dans lequel évidemment la Calédonie aura besoin de la France. Puis le dernier point, peut-être d'espoir, dans cette rue, entre les communautés, il y a un collège, pour l'instant fermé, où se retrouvaient les enfants de toute communauté. Il ouvrira le 17 juin, peut-être que c'est une date symbolique pour retrouver le dialogue. Isabelle Merle, le président de la République, Emmanuel Macron, a accepté de repousser la convocation du Congrès pour modifier la Constitution. Il donne jusqu'à fin juin aux loyalistes et aux indépendantistes pour parvenir à un accord global qui viendrait, dit-il, enrichir le texte déjà voté au Parlement. Mais il prévient, à tout moment, il peut aller au référendum. Une consultation nationale, ça aurait quelles conséquences ? Ça n'a pas de sens. On peut le dire très clairement. Déjà, nous, Français, pour comprendre, alors moi je suis spécialiste, mais je sais que c'est très difficile pour les Français de comprendre exactement la situation du pays. Et puis, par ailleurs, ça n'est pas à nous de décider d'un gouvernement local et d'une population calédonienne qui a acquis une grande autonomie depuis 40 ans, de décider d'une loi très spécifique sur le corps électoral provincial, sur lequel 98% des Français sont incapables de se déterminer. Donc c'est un moyen de pression, un supplémentaire moyen de pression pour mettre le couteau sur la gorge sur les partenaires locaux et en particulier les indépendantistes. Mais là, il va finir par coaliser tous les Calédoniens qui n'ont pas du tout envie de voir les oreilles, comme ils disent, décider de leur sort. Donc là, ça sera une performance de coaliser l'ensemble des Calédoniens contre cette mesure. Rappelons que la politique qui a été menée depuis 2021
a changé la figure de l'État français, qui est entré dans une nouvelle posture. En désignant Sonia Backès comme secrétaire d'État à la loyaliste, en désignant aussi comme rapporteur du projet de loi constitutionnel un loyaliste également, Nicolas Metzdorf. Tout à fait. Déjà, en L'État est choisissant, sorti de sa neutralité. déjà en écoutant les plus extrêmes des positions loyalistes, donc qui ont dû lui dire que ça passerait facilement. Ça, c'est déjà une question. Mais en amont de ça, il y a eu le 3e référendum de 2021, où l'État français n'a pas voulu écouter la situation locale de demande de report pour les indépendantistes. En sortie du Covid à l'époque. Du fait, pas de sortie, d'entrée du Covid dans un pays qui avait été non-Covid, qui avait été fermé au Covid et qui brutalement est entré en septembre 2021 et a frappé jusqu'à novembre 2021. Le référendum, je vous le rappelle, c'était décembre 2021. Alors justement, comment en est-on arrivé là? Dites-nous tout, les grandes dates, Maya, Anaïs Yatagen. Tout commence avec cet homme, James Cook, qui découvre la Nouvelle-Calédonie où habite un peuple d'agriculteurs, les Kanaks. La France va ensuite annexer l'archipel en 1853 pour y installer 10 ans plus tard une colonie pénitentiaire alternative pour des dizaines de milliers de bagnards qui sont utilisés notamment pour des activités agricoles. Les Kanaks vont perdre leurs terres en grande partie, vont être mis dans des réserves. En tant que sujets français et non citoyens, ils sont soumis au code de l'indigénat jusqu'à son abolition en 1946. À partir de là, les Kanaks vont se structurer politiquement. Les premières demandes autonomistes vont porter leurs fruits. Mais la tendance va s'inverser dans les années 60, à partir du moment où la France va réaliser l'intérêt stratégique de la Nouvelle-Calédonie, les immenses réserves de nickel. Le mouvement indépendantiste va ensuite s'amplifier dans les années 70 jusqu'au boycott kanak des élections de 1984 et la mise en place du gouvernement provisoire de Kanaki dirigé par cet homme, Jean-Marie Tjibaou. La Nouvelle-Calédonie va ensuite s'enfoncer dans la période qu'on appelle la période des événements de 1984 à 1988. 4 années de violence, dont la prise d'otages meurtrière de la grotte d'Ouvéa. 4 gendarmes, 2 parachutistes et 19 Kanaks y seront tués. Pour sortir de la crise, Rocard va signer les accords de Matignon qui promet un référendum d'autodétermination dans 10 ans. 10 ans plus tard, pas de référendum, mais un nouvel accord, vous en avez parlé, celui de Nouméa, qui est défini comme un accord de décolonisation avec un transfert de compétences non régaliennes de la France vers le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. C'est également cet accord qui est à l'origine des fameux 3 corps électoraux qui ont aujourd'hui mis le feu aux poudres. Isabelle Merle, le but des accords de Matignon de 1988, c'était quoi? Créer un destin commun entre Kanaks et Caldoches dans la République ou bien ouvrir un processus de décolonisation? Alors, c'est clairement un processus de décolonisation quand vous lisez le point 4 du préambule de l'accord de Nouméa qui énonce que il y aura une communauté de destin, ça sera la solution et la décolonisation pour créer une communauté de destin. Donc, si vous voulez, dans la tête de Jean-Marie Tjibaou, par exemple, de ce côté-là, l'idée qui est à comprendre, qui est fondamentale et qui est réfléchie dès 1983. Les Kanaks, c'est le peuple premier, mais surtout, dans ce cadre-là, c'est le peuple colonisé. Ils tendent la main en 1983 à Nainville-les-Roches aux victimes de l'histoire, à ceux qui ont partagé l'expérience coloniale de l'autre côté de la barrière, parfois douloureusement, comme les bagnards, parfois de façon plus confortable, comme les colons libres. Tous ont en commun de se connaître et se reconnaître dans ce qui est au cœur de l'histoire calédonienne, c'est le conflit colonial. Donc l'idée de Jean-Marie Tjibaou, c'est tendre la main pour créer une communauté de destin qui peut tenter de surmonter ce conflit colonial, puisque c'est extrêmement difficile pour une société de cette nature de sortir par le haut pour rétablir un tissu social partagé. Et en attendant, les blocages aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie ont accentué les difficultés pour la population. Outre les pénuries des biens de première nécessité, les hôpitaux manquent de matériel de soins. Reportage de Luc Lacroix pour France Télévisions. Ici, la situation sécuritaire s'est infiltrée partout. Donc je le garde 2 heures après sa chimio et puis... Même dans les horaires de soins. Avant le couvre-feu. Hospitalisé pour un cancer, cet homme est quand même touché par les émeutes. Ça a joué sur mon moral d'abord parce que j'avais une société qui a brûlé. De quoi sera fait demain, je ne sais pas. Donc ça influe pas mal sur mon moral. Les soignants ont pris l'habitude de dormir sur place, sur ces matelas. On aurait tous aimé rentrer chez nous, mais bon,
pour la sécurité de nous et pour être sûr d'avoir une équipe qui vienne le matin. À la place de ceux de la nuit, il valait mieux qu'on reste dormir ici. Car il faut fonctionner à tout prix. Il y a beaucoup plus de patients depuis qu'un autre centre de dialyse de l'agglomération a été contraint de fermer. Pour faire face, les dialyses sont plus courtes, moins fréquentes et ce n'est pas anodin. Réaliser 2 séances par semaine, à chaque fois de 2 heures, forcément, l'épuration des déchets, elle est incomplète. L'équilibre de l'eau dans le corps, il est également incomplet. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est confronté finalement à l'accumulation de ce retard et à des besoins de prise en charge en urgence. Ce patient, lui, est obligé de rester hospitalisé. Isabelle Merle, ces émeutes en Nouvelle-Calédonie ont ajouté de la crise, à une situation déjà très complexe au plan économique. Oui, en arrière-fond, il y a une crise économique profonde, c'est pour ça que les tensions étaient, si vous voulez, on le sentait, que ça n'allait pas. D'abord, il y a la crise du nickel, avec l'Indonésie qui inonde le marché de nickel à bas prix et qui rend toutes les usines de transformation de la région, d'ailleurs y compris l'Australie, en grande difficulté, puisque c'est du nickel à bas prix avec une main-d'œuvre pas chère et du nickel transformé. La Nouvelle-Calédonie, c'est un quart des réserves mondiales et les prix ont chuté de moitié quasiment l'année dernière. Voilà, donc il y a cette crise-là, il y a une crise et c'est aussi lié à les usines qui ne marchent plus. Avec en amont de cela une crise sociale avec une cherté de la vie qui est absolument abyssale, puisque 42%, le panier de la ménagère est 42% au-dessus en Nouvelle-Calédonie qu'en France. L'équivalent. C'est quand même dramatique. Il y a beaucoup de gens qui ne s'en sortent plus et mal. Et puis, il y a une jeunesse kanak qui est au cœur du problème, là, qui est mise sur le bord du chemin, comme on dit là-bas, depuis très longtemps. Cette jeunesse kanak, on l'a dit et redit, il fallait faire une offre, il fallait s'en occuper, il fallait offrir des perspectives. Or, c'est une jeunesse qui est délaissée, qui sort du système scolaire relativement peu adapté pour elle, de façon très rapide, et qui se retrouve sans aucune perspective, avec un sous-emploi, évidemment, vous le comprendrez, abyssal. La crise en Nouvelle-Calédonie, elle ne concerne pas que la France. L'archipel étant situé en Océanie, les pays de la région y comptent de nombreux ressortissants. Australie et Nouvelle-Zélande en tête, Grégory Pless, ils ont rapatrié leurs ressortissants. Dès les premiers jours des émeutes, les autorités australiennes comme néo-zélandaises ont fait savoir qu'elles surveillaient très attentivement la situation en cours à Nouméa, tout en se gardant de prendre position sur le conflit en cours. Pour ces deux pays, la priorité, c'était bien sûr le rapatriement de leurs ressortissants sur place. Et pour ce faire, les vols commerciaux étant toujours suspendus à l'aéroport de la Tontouta, ils ont fait savoir assez rapidement et très publiquement qu'ils étaient disposés à envoyer des avions militaires sur place. Sans doute à la fois pour faire pression sur la France, qui, à leurs yeux, a un peu tardé à leur accorder son feu vert, mais aussi et surtout pour rassurer leurs opinions publiques respectives et leur assurer qu'ils étaient tout à fait mobilisés sur le sujet. Alors on le sait maintenant, le problème, ça n'était pas tant de faire atterrir et décoller des avions, mais bien d'acheminer en toute sécurité ces touristes depuis Nouméa vers l'aéroport, sachant que jusqu'à très récemment, la route qui y mène était bloquée par des barrages. Au final, la situation s'est décantée en fin de semaine dernière. La Nouvelle-Zélande a de son côté rapatrié environ 250 personnes, l'Australie près de 430, auxquels s'ajoutent des ressortissants d'une dizaine d'autres pays. Isabelle Merle, ces pays, Australie, Nouvelle-Zélande, sont concernés par ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Dans les années 80, déjà, ils n'avaient pas hésité à être critiques, se montrer critiques de l'action française, tant en Nouvelle-Calédonie qu'à travers les essais nucléaires dans le Pacifique. Tout à fait. Je pense qu'ils sont préoccupés bien au-delà du rapatriement de leurs touristes, qui occupait la une, je crois, en Nouvelle-Zélande. Mais ils sont surtout préoccupés de l'instabilité que cela crée. Et notez-le, il y a aussi des questions dans leur propre pays. En Australie, il y a une demande aborigène de meilleure intégration, meilleure inclusion au niveau constitutionnel. Il y a actuellement des revendications maoris. Il y a comme des choses qui montent, des voix maoris aborigènes qui sont en écho, même si les situations sont évidemment extrêmement différentes. Mais c'est comme s'il y avait
des revendications et il faudrait que nous aussi on regarde la parole polynésienne parce qu'il n'y a pas que ces pays-là, il y a aussi la Polynésie qui scrute de très près et aussi la Guyane et l'ensemble des Antilles qui regardent de très près ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Avec des présidents de région qui se sont clairement dissociés de ce point de vue-là de la métropole, y compris d'ailleurs c'était la Guadeloupe, dont le président de région est lui-même un élu Renaissance qui s'est dissocié du pouvoir. Parmi les acteurs extérieurs, en tout cas accusés de tirer les ficelles en Nouvelle-Calédonie, il y a l'Azerbaïdjan. Gérald Darmanin est formel. Le ministre de l'Intérieur accuse une partie des leaders indépendantistes calédoniens d'avoir fait un deal avec Bakou. Comment et pourquoi, Maya Anaïs Yatagan? Eh bien oui, les déclarations de Gérald Darmanin sont sans appel, même si Bakou, de son côté, nie toute implication. Pourtant, l'Azerbaïdjan est visible en ligne. Tout d'abord, la cellule Viginum affirme qu'elle a identifié une diffusion massive et coordonnée de fausses informations, accusant notamment la police française de tuer des manifestants en Nouvelle-Calédonie. Le service est rapidement remonté jusqu'à l'Azerbaïdjan et les comptes sur Twitter ne s'en cachaient pas particulièrement. Mais au-delà du numérique, il y a aussi la vraie vie. Et dans la vraie vie, dans les manifestations indépendantistes, il y avait des drapeaux de l'Azerbaïdjan, vraisemblablement en lien avec ce groupe, le Baku Initiative Group, qui est très actif sur les réseaux sociaux. Il a été créé en juillet 2023. Son but, soutenir le combat contre le colonialisme et le néocolonialisme de la France. À son lancement, il y avait des représentants de plusieurs mouvements indépendantistes en lien avec la France. Vous voyez ici la Nouvelle-Calédonie. Difficile de dire exactement les liens entre ce groupe et le gouvernement de l'Azerbaïdjan, mais une chose est sûre, c'est que les tensions entre la France et l'Azerbaïdjan sont à leur paroxysme depuis septembre dernier et l'offensive de Bakou contre les séparatistes arméniens dans le Haut-Karabakh. La France est en effet l'un des principaux alliés de l'Arménie. Isabelle Merle, on parle de l'Azerbaïdjan, on parle de la Russie, on parle de la Chine aussi, il y a eu la suspension de TikTok. Quelle est la réalité de l'action de ces différents pays en Nouvelle-Calédonie? Alors, pour l'Azerbaïdjan, il faut quand même préciser que l'Azerbaïdjan a dirigé le groupe des non-alignés. C'est à ce titre que c'est dans les pourtours de la réunion des non-alignés que s'est créé ce groupe de Bakou qui ne concerne qu'une partie. C'est des personnalités qui y sont allées. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque que je voudrais faire, nul doute qu'on est dans un monde extrêmement dangereux. Nul doute que le Pacifique est sous des intérêts et des pressions, et il n'échappe pas aux pressions qui s'exercent sur l'ensemble des autres pays. Nul doute qu'il y a eu une attaque, apparemment du côté des Russes, sur les ordinateurs du gouvernement. Donc on le sait. La Chine est le premier client nickel du pays, on le sait aussi. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ces tentatives de rapprochement sont des tentatives opportunistes pour les territoires français et qui sont à la hauteur de la surdité de notre État. C'est-à-dire que pour éviter au maximum d'avoir des tentations de faire pression par des périphéries qui sont effectivement nauséabondes, à mon sens, il faudrait une France intelligente. C'est ça le véritable acteur qui serait utile en ce moment. Et c'est ça qui s'est joué dans les années 80. C'est que la figure de l'État, Rocard, Pisani, Kéran, tous ces hommes ont montré une figure qui misait sur un pari de l'intelligence. Rocard, Pisani, Kéran, Jean-Paul Huchon aussi, autant de dirigeants français qui ont contribué à négocier ces fameux accords de Matignon dont nous parlons depuis le début de l'émission. Retour justement au premier acte de ce processus d'autodétermination qui mettait fin à plusieurs années alors d'affrontements entre Kanak et Caldoche. C'est un reportage à l'époque d'Émilie Rafoul pour France 3. Qui aurait pu imaginer une telle poignée de main il y a tout juste un mois et demi? Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur ont négocié toute la nuit avec Michel Rocard pour parvenir à un accord en 3 points essentiels. 1. L'administration calédonienne retourne sous l'autorité directe de l'État français, et ce pour une période de 12 mois. 2. Les Français se prononceront à l'automne par référendum sur les nouvelles institutions. 3. Enfin, dans 10 ans, nouveau scrutin d'autodétermination pour les habitants de Nouvelle-Calédonie. Ce matin, aux côtés de Christian Blanc, qui avait mené la mission de dialogue il y a une quinzaine de jours, Michel Rocard s'est adressé aux Calédoniens. Seront mises en œuvre. Je veux leur dire, reprenez espoir.
Une page nouvelle va pouvoir s'écrire, non par les armes, mais par le dialogue, par la tolérance, par le travail, par la volonté. Ceux qui, ici à Paris, ont parlé en votre nom, ont fait preuve de courage et de responsabilité. Sans rien abandonner, ils ont su donner et pardonner. Reste tout de même beaucoup d'aspects en suspens. Aucune précision, par exemple, sur le découpage du territoire en région fédérale ou encore sur la composition du corps électoral. Et l'année suivante, Jean-Marie Tjibaou allait mourir assassiné par un indépendantiste hostile à ces accords de Matignon. Isabelle Merle, quel est le destin de la Nouvelle-Calédonie? L'ONU la place sur la liste des 17 territoires seulement dans le monde non autonomes dont la vocation est d'être décolonisés. Ou en tous les cas est suivi par le comité de décolonisation de l'ONU, effectivement, et sous l'œil scrutateur de l'ONU. Alors, je rappelle qu'il y a 3 territoires français qui sont sur la liste des pays à décoloniser, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte. Pour ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, elles avaient été mises en 1946, puis retirées en 1947 sur la demande de la France, parce que le suffrage universel pour tous avait été mis et remise en 86 pour la Nouvelle-Calédonie grâce à la demande indépendantiste. Je rappelle aussi ce qu'on ne sait pas assez et ce qui est probablement, je ne sais pas quel est le destin, mais je sais qu'il y a des solutions. Là, l'ONU offre plusieurs cadres de sortie de colonisation. Oui. L'intégration à la République, la libre association, l'indépendance et, depuis 1970, tout régime consensuel, organisé et ouvert. Donc, si vous voulez, ce qui n'a pas été étudié, et là, le gouvernement a une responsabilité depuis 2021, ce qui a été posé sur la table, c'est l'indépendance sèche, et on va vous dire comment ça va être très difficile, et l'intégration pleine entière à la France, dont je signale que les mots du référendum ne posaient pas cette question. Les gens se sont déterminés sur voulez-vous la pleine souveraineté ou non, pas voulez-vous entrer dans la France définitivement telle que la Bourgogne. Et il existe des alternatives, c'est ce que vous Et il existe des possibilités de revenir sur la table des négociations avec des choses plus ouvertes, en partage, et le mot fort, c'est en partenariat. Merci beaucoup Isabelle Merle d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet france24.com et la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Monde dans tous ses états.